est derrière, en fait, je crois que ça va vite. Bien, bienvenue à tous et à toutes. Donc, je suis le colonel Rémi Chassin, chargé de mission à la direction des études de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Côte-Quidan, en charge de l'organisation d'une série de 7 conférences, et celle-ci est la 7e et la dernière. Alors, cette conférence a lieu dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la présence de Saint-Cyr à Côte-Quidan. Alors, en 1945, Saint-Cyr s'est installé à Côte-Quidan, pas très loin d'ici. Voilà, donc nous avons mis en place, dans le cadre de ces commémorations, une série de conférences dans les territoires, dans les villages, autour de Côte-Quidan. Et d'où notre présence aujourd'hui à Malétroit. Voilà. Cette conférence aura lieu à 2 voix. Gérard de Bois-Boissel, représentant l'Académie, que je vais présenter tout à l'heure, et Vincent Muller de Dronact, bien connu ici à Malétroit. Voilà, donc un regard croisé sur le thème des drones et des robots, une guerre déportée. Voilà, donc ce sujet d'actualité, pourquoi avons-nous choisi aussi Dronact pour intervenir ce soir dans le cadre de cette conférence? C'est que nous travaillons depuis plusieurs années avec Dronact sur le camp de Côte-Quidan, avec nos élèves, et les drones, les robots, l'intelligence artificielle sont des objets et des éléments de réflexion et de formation de nos élèves officiers aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes heureux de le faire à Malétroit, ici en Bretagne, là où nous sommes implantés depuis 80 ans. Donc j'en profite pour remercier dès à présent tous ceux qui ont préparé cette conférence, Madame Plissonneau pour la mairie de Malétroit, Madame Tidu pour l'entreprise Dronact, les responsables du cinéma de l'Armorique qui nous accueillent ce soir. Merci Monsieur le maire, Monsieur Giquelot, maire de Malétroit, qui nous accueille dans sa ville et qui dira un petit mot tout à l'heure pour conclure. Et cette conférence est présidée également par le colonel Yann de Kermangui, commandant second et chef d'état-major de l'Académie, qui représente le général Charpy, qui commande l'Académie. Alors, cette conférence va avoir lieu en 4 temps. Tout d'abord, intervention de Gérard de Bois-Boissel, puis de M. Muller. Ensuite, nous aurons un temps pour les questions. Donc, je vous demande de garder vos questions pour la fin, pour les 20 dernières minutes. Et ensuite, il y aura la signature d'une convention entre l'Académie et Dronact. Voilà, avant le verre de l'amitié qui nous attend dans l'entrée du cinéma. Donc, je vais maintenant présenter nos intervenants. Donc, Gérard, si tu veux bien prendre place. Donc, ingénieur de recherche à l'Académie au sein du centre de recherche, le CREC, depuis 2010. Donc, vous travaillez depuis 16 ans sur la robotique militaire, l'autonomie des systèmes, l'intelligence artificielle et le programme du soldat augmenté. Vous êtes doctorant et vous allez nous parler des grandes révolutions du champ de bataille depuis 40 ans, avec la numérisation, la robotisation, l'intelligence artificielle. Vous allez également aborder les avantages de la robotique militaire et civile. Et vous allez nous expliquer en quoi cela change la façon de faire la guerre. Puis vous finirez par une analyse prospective de la robotisation des armées et des enjeux que cela pose. Alors, Monsieur Vincent Muller, directeur de Dronact, voilà, après un bac littéraire, vous faites des études commerciales, ce qui vous a donné une solide compréhension du monde des affaires, et vous vous êtes orienté vers l'informatique. Vous avez fondé l'entreprise Dronact en 2015, il y a 10 ans, au sein de la nurserie numérique de Malétroit. Donc Dronact en quelques dates, en 2015, donc création avec réalisation d'aéronefs télépilotés, gros porteurs à destination des professionnels civils et militaires. En 2017, vous investissez dans des imprimantes 3D professionnelles pour fabriquer des pièces détachées. En 2020, avec le Covid-19, Dronact soutient gratuitement les centres hospitaliers en imprimant des connecteurs spécifiques pour des respirateurs artificiels. En 2023, vous développez l'innovation Skyhook, le grappin téléopéré qui reçoit plusieurs récompenses au SOFINS, qui est le salon des forces spéciales. Et en 2025, donc cette année, Dronact investit dans une usine pour produire des drones en série, usine qui sera inaugurée la semaine prochaine. Voilà, donc je cède la parole au premier intervenant, à Gérard, pour 40 minutes. Merci mon colonel. Monsieur le maire, mon colonel, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'être ce soir avec vous
pour vous parler de la robotique militaire d'une façon un petit peu générale. Très heureux d'être dans ce pays que j'aime beaucoup. Ma maman est originaire de pas très loin d'ici. Et donc c'est avec plaisir que je vais m'adresser à vous ce soir pour vous présenter voilà, ce qu'est la robotique militaire assez succinctement. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Tout d'abord, on va la caractériser, si vous voulez bien, ensemble. Qu'est-ce que peut être la robotique militaire? Je vais vous donner une définition qui n'est pas tout à fait retenue officiellement parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est celle que j'apprécie, que je vais développer avec vous, de ce que peut être un robot militaire. Qu'est-ce qu'un robot militaire? Eh bien, c'est une plateforme. Vous avez ici l'exemple typique d'une plateforme sur des chenilles, hein, donc c'est un robot terrestre ici, hein, qui intègre des capteurs, donc qui lui permettent de recevoir de l'information, de capter de l'information, et des effecteurs, potentiellement pour agir sur l'environnement, et qui évolue, et alors c'est ce qui est indiqué en rouge, c'est ce qui est propre au monde militaire, qui évolue dans un environnement inconnu ou déstructuré. À la différence des infrastructures civiles, avec des routes, des feux rouges, etc., le monde militaire, lui, il est inconnu et il peut être déstructuré s'il est bombardé. Qu'est-ce qu'il y fait, ce robot? Eh bien, il reçoit ces données et il effectue des actions au sein de son environnement. J'ai sauté délibérément la partie en vert qui concerne l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? C'est si cette plateforme robotique a des moyens de traiter de l'information par elle-même et de, quelque part, prendre des décisions par elle-même, alors elle peut interpréter et décider d'actions sur son environnement. Je reviendrai sur ce point-là. D'une façon générale, un robot, c'est un outil. C'est un outil qui est au service de combattants, et c'est aussi un pion tactique. Pour ceux qui ont fait des jeux de rôle, des jeux de plateau, pardon, sur une table avec des pions, vous voyez, qui se déplacent. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les militaires peuvent déplacer des pions qui sont non humains. Donc des pions que vous pouvez plus facilement sacrifier. Alors, ces robots, il y a aujourd'hui 3 types de robots. Le premier, et c'est l'ensemble des robots aujourd'hui qui existent, hein, la très très grande majorité, ce sont des robots téléopérés. Donc là, vous avez l'exemple de cet élève officier, il téléopère son robot avec une télécommande, vous en avez une sur l'estrade ici même. Il y a d'autres systèmes, d'une façon générale, qu'on va dire automatisés. Alors ici, vous avez sur un navire de surface américain, un radar qui, dès qu'il détecte une menace, va tirer en direction de cette menace pour faire un écran d'acier, pour détruire le missile. Donc c'est des systèmes automatisés, c'est-à-dire qu'ils réalisent des tâches en réaction à des stimuli, mais ils réagissent toujours de la même façon. Donc c'est prédictible, on voit comment ils vont se comporter. Troisième catégorie, et c'est un petit peu le Graal des ingénieurs qui développent ces solutions-là, ce sont les systèmes, on va dire, autonomes. Alors autonome dans un sens large, la vraie définition du mot autonomie, c'est qu'il définit sa propre loi. Alors c'est pas ce que veulent les militaires du tout. Ils veulent des robots qui soient obéissants aux commandes ou aux ordres qu'on peut leur donner. Mais néanmoins, il est souhaitable que ces machines aient une certaine liberté d'action lorsque l'environnement est complexe. Par exemple, vous prenez cette image d'un désert avec des rochers, téléopérer un système pour le faire circuler dans cet environnement-là est très compliqué. Du coup, on souhaiterait que le robot soit relativement autonome pour se déplacer dans cet environnement. Et de fait, donc, ce qu'on veut, c'est que le téléopérateur prenne du recul et soit moins la main sur les commandes, et donc pour réduire sa charge cognitive et se libérer en fait du contrôle de la machine, à savoir disparaître de la boucle. Si vous appuyez, voilà, il disparaît. Alors, je vais vous donner une petite métaphore, on va prendre un peu de recul. Qu'est-ce que c'est qu'en fait un robot? Un robot, on pourrait comparer ça au déport de nos 5 sens. Je m'explique. Déportez votre vue, vous prenez une caméra, vous le mettez sur une plateforme robotique, vous l'envoyez plus loin. Ça, c'est un déport de vos sens. C'est pareil pour l'ouïe et la bouche, ça c'est un déport des télécommunications. C'est pareil également pour le toucher, c'est pareil pour le nez, c'est-à-dire capter des éléments chimiques qui sont plus loin. Vous voyez, déporter votre action.
ça permet aussi d'élargir la zone d'action de votre unité militaire. Une unité militaire aujourd'hui, sans robot, elle a un espace qu'elle peut occuper. Notamment, elle peut contrôler une zone avec la portée de ses armes. Mais si je puis déporter un robot, et pourquoi pas déporter une arme, ben, je vais étendre cette zone d'action tactique. Et ça, à une époque où la ressource militaire est rare, et l'homme est cher, et évidemment il faut le préserver, et ben, ça permet d'amplifier la zone d'action de votre unité. Et à partir de là, vous pouvez même construire votre manœuvre en fonction des plateformes que vous avez, en fonction des modules fonctionnels que vous mettez sur vos plateformes robotiques. Là, vous allez pouvoir porter plus ou moins loin une action militaire qui peut être de type détection, neutralisation, guerre électronique, protection proche de vous. Voilà, et on peut donc construire, en fonction des moyens robotiques qu'on a à sa disposition, la manœuvre. Alors, quels sont les avantages de la robotique? Alors, ils sont multiples, je vais vous en citer quelques-uns. Tout d'abord, c'est préserver l'homme. Préserver l'homme du danger, évidemment pour les missions dangereuses. Missions dangereuses, il faut reconnaître une grotte dans laquelle il y a des ennemis. Ben, il est quand même préférable d'envoyer un robot que vos camarades soldats qui sont très exposés auquel cas. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi les tâches qui sont en anglais dull, c'est-à-dire ennuyeuses. Par exemple, patrouiller autour d'une base. Bon, l'homme est sujet à la fatigue, à l'ennui, une machine, non. Tant qu'elle a de l'énergie, elle pourra tourner autour de la base. Et dirty, c'est sale, ben, c'est les environnements, par exemple, pollués chimiquement. Là, les robots sont tout à fait aptes à progresser, là où l'homme, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, les robots, ils peuvent également décharger l'être humain de tâches qui ne sont vraiment pas très intéressantes, tout simplement porter des choses. Vous voyez, on retrouve notre robot ici qui porte des sacs, de la nourriture ou autre, et puis tout ce qui est transport logistique. Et les évacuations sanitaires aussi de soldats blessés, c'est quelque chose qui peut être fait par des robots. Et puis on peut faire masse avec des robots. On peut faire masse. Si on met plusieurs robots, on les concentre, on peut faire une action militaire concentrée sur un endroit, par exemple pour percer un dispositif ennemi, en multipliant le nombre de robots. Et là, d'autres types d'avantages, et là je vais être volontairement un petit peu percutant, et je vais tenter de vous montrer ce que pourrait peut-être être l'avenir, dans le sens où les robots en fait sont des machines. Et aujourd'hui les machines, elles sont plus réactives que l'homme. À savoir, un logiciel, ça réagit en quelques millisecondes. Nous, êtres humains, il nous faut des secondes pour réagir. Je vous rappelle l'exemple du missile qui vient sur un navire de surface. Si c'est l'être humain qui devait réagir et tirer contre le missile, eh ben, l'être humain serait mort. Parce qu'il lui faut des secondes. Une machine, c'est en millisecondes qu'elle peut réagir. Et il y a un facteur 1000 entre les deux. Et lorsque votre vie est en jeu, c'est crucial. La machine peut aussi être plus précise que l'être humain. Et oui, parce que nous, nos gestes sont certes précis, mais relativement, vous le voyez dans le monde de la médecine, vous avez des robots qui font des opérations qui sont beaucoup plus précises que l'homme. Le tout avec potentiellement une permanence H24, 24 heures sur 24. Notamment s'il y a de l'énergie. Si ces plateformes ont suffisamment d'énergie, c'est une contrainte. Si elles en ont, alors elles peuvent opérer 24 heures sur 24. Elles ne dorment pas. Elles n'ont pas besoin d'aller se restaurer, etc. Alors que nous, physiologiquement, êtres humains, on a ces besoins-là. Et puis on peut parler de système, de plusieurs robots qui œuvrent ensemble ou de façon collaborative. Et tout ça va être amplifié dans l'avenir par l'autonomie. L'autonomie, ça va permettre à la machine d'avoir une certaine adaptation à son environnement, et l'autonomie va permettre au chef ou à l'opérateur qui l'opère de prendre du recul et de la contrôler sans avoir l'action, les mains constamment sur la télécommande. Notamment sans contact, vous utilisez un drone ou un robot, il va derrière une montagne, derrière une maison, vous perdez la communication. Si vous n'avez pas d'autonomie dans la machine, ben, l'action s'arrête. S'il y a une certaine autonomie dans la machine, elle va poursuivre son action et revenir vous voir un petit peu plus tard, reprendre communication avec vous pour vous dire ce qu'elle a fait. Voilà. Alors, je vais montrer ici 2-3 vidéos, enfin quelques vidéos. La première, c'est pour montrer qu'en fait, c'est éminemment dual, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de technologies
qu'on trouve dans le monde civil. Alors là, vous avez un petit robot qui s'appelle Spot, robot de la société Boston Dynamics. C'est déjà une assez vieille vidéo. Vous voyez, c'est un robot qui arrive devant une porte et il ne sait pas l'ouvrir. Alors il appelle son camarade qui est un peu plus costaud que lui. En fait, c'est le même, mais il a une sorte de tête-bras, si vous voulez, qui va se poster devant la porte. Il va ouvrir la poignée avec sa tête-bras. Vous voyez, on utilise des termes zoomorphes. Il met sa patte, il met sa tête. Comme il est galant, il laisse passer le robot et il passe derrière. Alors ça, c'est technologiquement assez extraordinaire, surtout si c'est fait en pleine autonomie, évidemment. Alors vous allez me dire, pour le monde militaire, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert au combat urbain. Combat urbain, savoir ce qu'il y a derrière la porte, s'il y a de l'ennemi derrière la porte, c'est crucial et il vaut mieux envoyer un robot qu'un être humain, c'est moins dangereux. Alors, autre vidéo qui va suivre, celle-ci. Alors c'est un robot chinois. Et je croyais peu à la bipédie pour les robots, mais quand vous voyez ça, vous vous dites qu'en fait, ça, ce robot est un mix de 4 pattes et bipède. Bon, alors la musique, vous pensez ce que vous voulez, mais il a des capacités de franchissement assez extraordinaires. Là, on est dans le monde terrestre, évidemment. Et regardez ce qu'il franchit. Voilà. Donc voilà pour la vidéo. Après, le reste est de moindre importance. On peut passer au slide suivant. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dans le monde civil. Alors, je vais rester un tout petit peu sur le monde civil sur ce slide. Je quitte le monde militaire. À quoi ça va? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie de civil? Eh bien, tout simplement, les usages personnels. Donc, tout ce qui est tâches ancillaires, un petit peu secondaires, on va pouvoir les déléguer à des robots. Des robots voitures, évidemment. Avec une intelligence artificielle qui va s'adapter en se connectant à Internet, etc. Donc, moi, je pense qu'on aura bientôt des robots jogging qui courront devant vous. Ça sera un cadeau de Noël. Et puis, pour des raisons de rentabilité financière, eh ben, on va voir bientôt des convois de véhicules. Je suis désolé, mais les chauffeurs sont très utiles, mais ils seront moins, je pense, dans l'avenir, parce qu'ils seront remplacés par des automates qui vont guider les convois de véhicules. Et puis tout ce qui est tâches difficiles seront confiés à la robotique, la livraison logistique, etc. Voilà. Et troisième type d'emploi dans le monde civil, c'est tout ce qui est fonction régalienne. Donc, protection des sites ou des frontières, là où il faut de la ressource humaine, où on ne l'a pas forcément, où on ne l'a pas tout le temps, on va pouvoir mettre des robots qui vont faire des patrouilles, des surveillances. Alors, ça pose des questions d'image, est-ce qu'un robot peut filmer tout, etc. Dans l'absolu, c'est un compromis entre liberté individuelle et sécurité que les politiques doivent trancher. Donc ça, c'était pour le monde civil. Qu'est-ce qu'il en est sur le monde de la guerre? Ça va changer beaucoup de choses. Je vous ai parlé encore une fois de ce H24, cette possibilité pour des drones, ou alors là, ici, des mini-satellites ou autres, de rester en permanence sur zone, sous réserve, qu'ils aient de l'énergie encore une fois. Ça va vous permettre de déporter des techniques de détection, de voir plus loin, et de demander à la machine de détecter par elle-même des alertes et de les signaler. Faire des patrouilles, je l'ai mentionné. Et puis, la fulgurance, c'est-à-dire quand j'ai détecté quelque chose, je suis sur zone, eh ben je peux directement frapper. Et ça, c'est ça qui bouleverse beaucoup le champ de bataille aujourd'hui. Alors, comme effet sur la manœuvre, on peut voir, si je peux déporter mes drones, en fait, je vais déporter mon danger. C'est-à-dire que c'est le drone qui va prendre le danger sur moi, et du coup, je vais pouvoir reculer mes hommes derrière cette zone de danger. Et la première historique, c'est les Russes qui l'ont effectuée en décembre 2015, vous voyez, il y a pile 10 ans, sur une position de l'État islamique, où ils ont aidé les forces de Bachar el-Assad en envoyant des robots, 4 robots de celui de gauche, qui s'appelle l'Argos, c'est gros comme une Twingo, avec un armement dessus, et 6 robots à droite, vous voyez, un peu plus petits. Et l'histoire ou la propagande dit que ces robots ont pris la position de l'État islamique. Il y a eu des destructions de robots, mais pas d'hommes. Et donc c'est vraiment l'objectif voulu. Donc le robot, progressivement, va s'intégrer à la manœuvre militaire et va devenir un robot équipier numérique. Là, vous avez un exemple de l'armée chinoise qui s'entraîne avec des petits robots soldats devant. Donc vous avez le groupe de combat, vous voyez, il change. Alors c'est futuriste, évidemment, mais c'est un soldat avec des petits robots qui le précèdent. On va passer, voilà. Alors,
Je voudrais revenir un petit peu sur les conflits actuels, évidemment le conflit ukrainien que vous suivez tout autant que moi, et on va passer aux chiffres suivants. Alors c'est des chiffres qui ne sont pas extrêmement précis, c'est difficile de les avoir, mais c'est les grandes tendances qui sont les suivantes. Ici, nous sommes en 2023, un an après le début de la guerre. On s'aperçoit que 75% des chars, qu'ils soient ukrainiens ou russes, sont détruits avec l'aide de drones. C'est soit les drones qui les détectent, ou d'autres drones qui vont les détruire. Drones de détection, drones de destruction. Lorsqu'un drone est utilisé, l'opérateur a 10 ou 15 minutes pour l'utiliser, et après il doit changer de position, parce qu'il est repéré, parce qu'il émet sur le spectre électromagnétique. Vous voyez, il utilise les bandes de fréquence, il émet, donc il rayonne, il est détecté, tire de contre-mesure, et la personne peut être détruite, donc elle doit se déplacer. On va revenir peut-être un tout petit peu pour rester sur le bleu, voilà. Donc là on est en 2023. Et en 2023, 300 drones sont détruits par jour, à peu près, des deux côtés. Et maintenant on va passer en 2025, et là vous voyez que les chiffres, alors certains ne changent pas trop, on a toujours les 3/4 des blindés qui sont détruits par les drones, si c'est pas plus. Par contre, 6 minutes pour déguerpir dès que vous avez utilisé un drone. Donc là, ça devient compliqué, donc ils déportent les antennes d'utilisation. Et puis, alors, on est à 10 000 jours construits par jour. Vous imaginez la différence d'échelle, c'est monstrueux. Et les derniers chiffres montrent que les cibles humaines, c'est-à-dire les soldats, à 80%, 70 à 80% des gens sont tués aujourd'hui sur le champ de bataille par des drones. Donc en fait, c'est beaucoup plus que la cartouche traditionnelle de fusil. La cartouche de fusil devient un drone aujourd'hui dans la guerre en Ukraine. C'est ça qui détruit le plus. Alors quelques petits exemples, je vais vous montrer ici 2 vidéos d'utilisation artisanale. Alors là, ce sont des Ukrainiens qui prennent un petit drone et ils mettent dessus une grenade qui est armée. Alors si la grenade tombe, les pauvres soldats, ils perdent une jambe, si ce n'est plus. Donc il faut faire extrêmement attention. Bon, jamais la France fera des systèmes comme ça, c'est pas assez sécurisé. Mais c'est la réalité du combat aujourd'hui. Et vous allez voir que ces 2 soldats ukrainiens, ils vont envoyer leur drone vers l'ennemi. Ça vous fait une grenade avec des ailes. Et là, on peut passer à la vidéo qui suit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous voyez, vous avez un char qui est peut-être abandonné, mais on lui lance une petite grenade. Là, elle a de la chance, elle tombe dans le trou. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, avec une petite grenade de 300 €, vous venez de détruire un char qui coûte quelques millions d'euros. On va passer à les... Voilà. Alors, ce ne sont pas que les drones terrestres, les robots terrestres ou les drones aériens qui sont majeurs dans le conflit ukrainien. Ce sont aussi les drones de surface, les robots de surface maritime. Et en fait, vous avez ici l'exemple de 3 navires russes qui ont été détruits en début 2024. Et pas n'importe quel navire, des lance-missiles, des corvettes, etc. Et la conclusion de ça, c'est qu'en fait, il y a eu une victoire stratégique ukrainienne avec ces drones navals. La flotte russe a dû quitter la mer d'Azov pour protéger ses propres bateaux à cause de ces attaques de drones de surface. Vous avez dû entendre parler de l'opération Spiderweb, qui a été montée par les Ukrainiens, une opération d'extrême réussite, vraiment c'était assez formidable. Eh bien, ils ont mis sur le toit de camions, comme ça, 5 camions qui sont rentrés en Russie discrètement. Ils ont ouvert les toits près des bases stratégiques russes. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces drones? Eh bien, ils ont volé, avec une charge embarquée de 3 kg à peu près, ils ont volé vers des Tupolev 95, il n'y a pas de vidéo, des Tupolev M22, vous voyez, des bombardiers stratégiques, et peut-être des navires type AWACS, des avions type AWACS, pardon. Et en fait, ces drones, ils avaient une intelligence artificielle embarquée qui connaissait les faiblesses de ces avions. Les Ukrainiens ont eu ces avions du temps du bloc soviétique, donc ils les connaissent bien. Donc ils ont entraîné une intelligence artificielle à trouver les points faibles, c'est le réservoir. Les drones envoyaient une première petite charge qui cassait le réservoir, le kérosène coulait, et là, deuxième charge explosive qui enflammait le kérosène et qui a détruit ces avions-là.
Ils ont réussi à faire ça sur 2 bases, ils en visaient 5. Pour d'autres raisons, les autres opérations n'ont pas fonctionné, mais c'était déjà vraiment une vraie victoire stratégique. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Je vous disais que 80% ou 70 à 80% des personnes sont ciblées par des drones. Donc on va parler de ciblage humain avec des sortes de chasse à l'homme. Alors ça, c'est assez terrible. Hein. Sur le plan éthique, ça pose des questions. Voir des drones qui sont téléopérés aujourd'hui pour chasser un soldat ennemi et l'abattre. Et vous voyez que les taux de décès sont très élevés, surtout si la personne est au milieu d'un champ, pas de moyen de se cacher. Ils se font neutraliser. Alors ça va mieux si vous êtes dans un bâtiment, etc. Ça va mieux si vous avez un fumigène à côté de vous, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce qui pose une question un petit peu plus générale, c'est comment est-ce qu'on peut se rendre à un drone? Ça, c'est une question que j'aborderai un peu plus tard avec la Croix-Rouge française. Ils n'ont pas de réponse vraiment, mais on a déjà des exemples de soldats, un soldat russe ici, qui s'est rendu à un drone en 2024. Les drones sont omniprésents. Et là, vous avez une petite vidéo, vous allez voir, qui vous montre l'enfer du champ de bataille. Ah, non, c'est la précédente, voilà. Écoutez ce qu'entend un soldat dans sa tranchée. Il entend des drones ennemis qui passent comme ça. Et c'est la terreur, parce que si le drone le détecte, alors il devient une cible. Et donc c'est vraiment une pression psychologique énorme, à tel point que les Ukrainiens, toutes les 3 semaines environ, reculent leurs troupes, non pas pour les mettre en permission, mais pour les mettre à l'abri, à quelques kilomètres du front, dans une zone où il n'y a pas ces pressions des drones, où ils peuvent relâcher un petit peu psychologiquement. Alors, dans ces drones, vous avez des drones qui sont armés, qu'on va appeler des munitions téléopérées, donc qui intègrent une charge. Là, ça c'est juste un exemple, hein. C'est un parmi d'autres, c'est un drone russe, donc on peut activer la vidéo, et vous allez voir que ce sont des drones qui sont téléopérés. Donc ça, il y a un drone qui regarde de haut, et puis vous allez voir un drone qui va arriver, ça c'est ce que voit l'opérateur du drone, il a un casque, il est dans le robot, et voilà ce que ça donne. Voilà. Et ça, c'est ce qui se passe. Vous voyez, la chasse à l'homme et la chasse aux véhicules, c'est la réalité aujourd'hui du champ de bataille en Ukraine. Vous voyez, là on voit le drone qui arrive et qui explose. Donc ça c'est c'est très difficile de se protéger vis-à-vis de ça aujourd'hui. Alors vous avez des attaques combinées. Alors ça c'est un char qui est un T-90, quand même un très beau char russe, qui circule. Et là vous allez voir qu'il va y avoir 3 attaques contre lui. La première, c'est un drone qui va arriver par l'arrière et qui va attaquer son réservoir. Alors ça va arriver dans quelques secondes. Vous allez repérer, après le nuage de poussière, là sur la gauche, vous allez voir quelque chose arriver. Hop, le réservoir. Et là, le char il est embêté parce qu'il n'a plus beaucoup d'énergie. Et un autre drone va attaquer par la hauteur, regardez. Toc. Alors là c'est toutes les parties supérieures, c'est toutes les optiques, les caméras. Et donc là le char il ne voit plus rien. Et en fait il va s'arrêter, là je pense qu'on est au niveau de la frontière. Et là, l'image change. Alors, j'espère que l'équipage a pu sortir, parce que vous allez voir l'image qui suit. Une 3e attaque de drone qui arrive. C'est le même char. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va viser un point faible particulier du blindé. Donc, comme ça ne bouge pas à l'intérieur, je pense que l'équipage est sorti, mais j'en ai pas la certitude. Et là, 3 drones, un char lourd T-90. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça? Il faut se protéger. Et ça, c'est une vraie menace constante. Alors vous voyez, on trouve des superstructures, etc. Bon, ça marche un peu, mais vous savez, la guerre est imaginative. Donc on va envoyer un premier drone qui va casser la superstructure, et un deuxième qui va passer par le trou pour aller détruire le char. Alors ça, c'est une image qui vous montre les effets de la guerre électronique, c'est-à-dire le brouillage. C'est extrêmement brouillé. Là, vous avez un opérateur qui va vers sa cible. Voilà, il la repère de loin, et puis tout à coup, c'est le brouillard. Donc, il ne voit plus rien. Donc, théoriquement, on ne peut plus l'opérer. Il ne peut plus opérer le drone. Mais vous allez voir que le drone qui surveille ça de haut, en fait, il va quand même repérer la cible, et il va voir qu'elle est détruite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les premières prémices de l'intelligence artificielle, une autonomie embarquée dans le drone, qui est, je n'ai plus la liaison avec mon opérateur, mais je sais que je dois continuer la mission, je
je vais de plus en plus près de la cible que j'ai vue initialement, que l'opérateur a vue initialement, et je la détruis. Et ça, cette dernière vidéo, ça vous montre ce qui est peut-être l'avenir, c'est les combats entre drones. Alors là, en l'occurrence, vous avez des drones terrestres, russes, qui ne sont pas très vifs, hein. Je ne sais pas où est l'opérateur, mais... Et là, vous avez un petit drone ukrainien qui arrive et qui tape dessus. Ça, c'est des drones contre des robots. Robots contre robots. C'est peut-être les prémices de la guerre du futur. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Alors, 3 notions. Je vais vous parler des essaims, des drones à réaction et de l'autonomie. Alors, on va commencer par les essaims. Tout le monde dit que ça, ce sont des essaims de drones. En fait, non. C'est une chorégraphie de drones. Tous ces drones qui font des choses absolument magnifiques dans le ciel, c'est des drones qui ont été programmés, si vous voulez, pour à un instant T être à telle position dans l'espace et allumer telle couleur, etc. Quelques secondes après, ils se replacent sur un autre endroit, ils se réallument la LED rouge, verte, bleue, et ça fait des choses magnifiques, mais ce n'est pas une intelligence collective, c'est chacun a sa mission bien précise à un instant T. Un vrai essaim, c'est autre chose, c'est un ensemble coordonné donc, de drones aériens, maritimes, terrestres, etc., qui ont un comportement collectif, mais capable de s'adapter dynamiquement, de façon collective, et de se reconfigurer, de se réallouer des tâches, etc. Je reprends l'exemple de l'image précédente, ce gros dragon dans le ciel. Si tout à coup vous avez un avion qui passe à ce moment-là, une intelligence collective serait: je m'écarte, je laisse passer l'avion est passé, je me reprends ma configuration initiale. Ça c'est une intelligence collective d'essaim. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment encore. Enfin, il y a beaucoup de développement dessus, mais on n'y est pas encore. Évidemment, la crainte, la menace, c'est quoi? C'est avec ces essaims, c'est ça. C'est une flopée de drones qui attaquent une superstructure. Et peut-être que la superstructure peut en détruire 90%, mais s'il en reste 10% qui passent avec une petite charge explosive sur un porte-avions, ça va détruire les antennes, le pont, les avions, enfin une catastrophe. Deuxième avenir, enfin c'est plus l'avenir, c'est presque le présent, ce sont les drones à réaction. Alors là vous avez une petite vidéo d'un drone qui est de la société EOS Technologies. En fait ce sont des drones avec des turbines. Donc c'est des drones à réaction. Alors c'est subsonique pour l'instant, hein, mais ça va à 400 km/h voire plus. Et là vous avez une démonstration. On a l'impression d'entendre un avion à réaction, mais en fait c'est un drone. Donc c'est pas très grand. Et le slide suivant va vous montrer donc c'est une entreprise qui s'appelle ATM qui fournit les petites turbines. À l'origine c'était pour l'aéromodélisme, mais aujourd'hui ça prend une ampleur formidable avec les drones. Et l'idée c'est quoi? Eh bien c'est de développer des drones comme vous voyez ici avec des turbines pour une vitesse, vous voyez, 700 km/h. Décollage vertical et une turbine vectorielle, c'est-à-dire qui change de position. Et là vous avez des drones qui très rapidement font des zigzags dans le ciel. Et pour l'interception, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, en a proposé quelques-uns à l'Ukraine, et il y en a qui vont partir en Ukraine pour défendre évidemment les positions ukrainiennes. Et puis, je vais encore plus loin. Alors là, je suis très provocateur. Mon père était pilote, c'est pour ça que je le dis avec précaution. Mais en fait, une des visions consisterait à dire un avion, c'est très compliqué parce que ça intègre beaucoup de technologies. Eh bien, on va penser autrement, on va éclater l'avion. On va éclater l'avion, c'est-à-dire toutes les composantes de l'avion, on va les mettre sur des drones aériens. Et vous allez avoir des drones spécialisés dans la détection avancée, d'autres dans la neutralisation, d'autres dans le leurre, se leurrer, faire croire que, etc. Protection, etc. Voilà. Ça peut être l'avenir. Éclater ces avions ou ces chars, hein, c'est pareil pour les chars, qui sont des concentrés de technologies très chères, très fragiles finalement, en une multitude d'engins robotiques qui auraient un petit peu plus d'autonomie. Et s'il y en a un qui est détruit, le reste n'est pas détruit. Alors pour ça, il faut s'entraîner. Donc là, je vais vous montrer quelques images d'entraînement qu'on a fait à Saint-Cyr. Donc là, on est en 2021. On fait venir le petit robot de Spot de Boston Dynamics que vous avez vu, et on fait du combat aérien avec des robots. Vous avez un robot bouclier, vous voyez, pour que les élèves officiers progressent en combat urbain derrière ce robot bouclier. Image suivante,
On va regarder, vous voyez, progression. On avait une sorte de gros robot avec une tourelle. Jour, nuit, voilà. C'était extrêmement enrichissant et c'était une première un peu mondiale. En tout cas, ça a fait le buzz mondial. Et puis, on a testé après des drones aériens, plusieurs configurations, et la coordination de drones aériens et de drones terrestres. C'est moins facile, ça. Parce que vous avez généralement des opérateurs sur les drones terrestres et d'autres pour les drones aériens. Les deux ensemble, c'est plus compliqué. Et là, ce que vous voyez ici, c'est un drone. En fait, c'est celui que vous avez sur l'estrade, là. Le drone Seagull, on va mieux le voir sur le slide qui suit. Donc de la société DroneAct, on est en 2024. Et ce drone a été opéré. Et alors j'avais très peur juste avant l'exercice avec DroneAct, parce qu'ils nous annoncent une tempête. Je me dis zut, raté, l'exercice va tomber à l'eau, c'est le cas de le dire, parce qu'il y avait énormément de vent et il y avait beaucoup d'eau. Et c'est là où je salue l'expertise de cette société DroneAct. J'ai été quand même très fortement impressionné, pas que moi d'ailleurs, nous avons tous été, avec des rafales de 70 km/h. Eh bien, grâce à cet ingénieur pilote là que vous avez ici, le drone a volé durant l'exercice, de jour comme de nuit, etc. Donc c'était vraiment une très très belle performance. Alors, j'ai encore peut-être un peu moins de 10 minutes. Je vais vous parler rapidement de la lutte anti-drone, parce que vous avez vu que c'est une menace. Alors c'est bien si vous êtes maître de la menace, mais l'ennemi, il n'est pas bête. Il va prendre évidemment des drones ou des robots pour vous attaquer vous. Donc il faut se défendre. Et là, ça pose une problématique. Aujourd'hui, on parle de brouiller les drones. Moi, j'y crois pas beaucoup. Brouiller, c'est brouiller les fréquences, donc brouiller le lien entre l'opérateur et le drone, le robot. Moi, j'y crois pas beaucoup à cause de l'autonomie qui va aller de façon croissante. C'est un petit peu l'image que je vous montrais de cette munition téléopérée qui va frapper alors qu'elle est brouillée. Et donc, il faut développer des solutions de contre-drone. Et donc, on va les voir. Ça, c'est un exemple. Par exemple, c'est le laser. Sur le drone blanc que vous avez en bas à droite, vous voyez, il y a une tache noire. En fait, c'est un laser qui a suivi le drone pendant... Il lui faut 3-4 secondes. Il chauffe le plastique, puis ça pénètre le plastique. Après, ça tombe sur un composant électronique. Et là, bon, ça le met en l'air. Sauf que ces systèmes sont un peu lourds, sont fixes. Donc c'est bien pour défendre quelque chose, mais pas pour bouger sur le terrain. Contre le brouillage aussi, d'ailleurs, je vous ai parlé d'autonomie, mais une autre raison de lutter contre le brouillage, eh bien, c'est de mettre une fibre optique entre l'opérateur et le drone. Alors ça, c'est quelque chose que personne n'avait anticipé avant le conflit. D'ailleurs, beaucoup de choses qui n'avaient pas été anticipées. Et si on regarde l'image suivante, eh bien, on s'aperçoit que, en fait, beaucoup de drones, maintenant, sont utilisés, encore une fois avec l'image suivante, sont utilisés avec une fibre optique qui se dévide jusqu'à des longueurs de 20 km. Donc vous avez un petit drone, vous voyez, une énorme réserve de fibre optique, et c'est ça qu'on envoie, parce que si le drone est brouillé, eh ben, en fait on ne brouille pas une fibre optique. C'est un signal lumineux qui passe à l'intérieur, et donc ça ne brouille pas le drone. Donc il reste opérationnel, et le téléopérateur peut aller jusqu'au bout de la cible. Alors on peut aussi couvrir les routes, ça c'est des sortes de filets sur les routes stratégiques, les routes de ravitaillement, etc. Mais encore une fois, un premier drone tape, fait un trou, le deuxième drone rentre par le trou et va taper la cible. Et ben, l'avenir, c'est probablement les drones anti-drones. Donc on est dans le combat aérien du futur. Hein. Le drone ange gardien, qui est à côté de vous, qui vous protège durant la manœuvre, qui va prendre les coups à votre place ou qui va tout de suite prendre son vol pour contrer la menace. Mais attention, encore une fois dans l'armée, lorsqu'on utilise quelque chose, on trouve un moyen de le parer, et ben la parade, ça va être leurrer, le leurrage, le camouflage, si vous voulez. Il y a plusieurs types de camouflage. Il y a le camouflage classique que vous connaissez, on met un filet de camouflage, mais il y a aussi des camouflages plus subtils. C'est notamment avec l'intelligence artificielle, c'est faire croire à l'intelligence artificielle ennemie autre chose que la réalité. C'est-à-dire mettre des autocollants, vous voyez, sur des images. Nous, on voit un stop, mais une intelligence artificielle qui lit le stop ne va pas forcément voir que c'est un stop. Donc voilà, leurrer l'ennemi avec des moyens numériques. Et donc, voilà pour un tableau un peu global, je suis désolé, c'est assez rapide, ça part un petit peu dans tous les sens, mais ça se veut vous donner quelques éléments. Et donc j'en arrive en fait à la conclusion ou aux conclusions.
qui sont un peu personnels, hein, c'est pas l'état-major des armées qui vous parle, là c'est moi-même, donc c'est à prendre avec certainement un peu de recul, mais moi ce que je constate, c'est que en fait, l'artillerie classique a pris des ailes. C'est-à-dire que l'obus traditionnel, aujourd'hui c'est plus tellement un obus, c'est un drone. C'est une charge qui s'envole, mais avec des ailes, que vous pouvez plus ou moins orienter, et qui avec l'autonomie d'ailleurs va prendre une intelligence de situation. Et ça, c'est un vrai bouleversement pour cette arme qui est l'artillerie et la façon dont on peut l'utiliser. Deuxième chose, eh bien en fait, il ne faut pas penser un robot ou un drone tout seul. Il faut penser ensemble de drones ou ensemble de robots. Donc coopération, coordination entre un agent et un autre, enfin entre un robot et un autre. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les essaims hétérogènes. Et tout ça, ça va de plus en plus être efficace parce que l'autonomie va apporter justement des solutions aux cas un petit peu compliqués. Je dois téléopérer un drone et puis je dois aller derrière un mur, je vois rien, je perds la communication, je ne sais pas comment faire. Non, ben, l'autonomie va rendre de plus en plus facile l'usage de ces systèmes, va leur permettre de plus en plus d'opportunités. Et ça va aller de façon croissante. Et alors ça, c'est parce que nous sommes à Saint-Cyr-Couët-Quidan, où nous formons les officiers de demain. Eh bien, il y a aussi une dimension à prendre en compte dans le monde militaire, c'est celle de la formation, en fait, des futurs cadres militaires, des futurs chefs, à savoir commander des robots. Alors, c'est pas le terme, on ne commande pas des robots, on commande des hommes. Donc, apprendre à diriger, si vous voulez, à coordonner des robots. Parce que, eh bien, c'est pas la même chose que coordonner les humains ou commander les humains. Les humains, ils comprennent à peu près ce que vous leur dites. Le robot, il faut être extrêmement précis. C'est une liste de tâches extrêmement précise parce qu'il est un peu bête et stupide. Il fait ce qu'on lui dit de faire, mais il faut être précis dans ce qu'on lui dit. Et intégrer des robots dans une manœuvre, avec des hommes en plus, eh ben, pour le chef militaire, aujourd'hui, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Ça fait deux dimensions, une dimension humaine et une dimension machine. Alors maintenant, conclusion, non pas pour le monde militaire, mais pour le monde politique. Qu'est-ce que ça va changer pour le monde politique? Eh bien, il va y avoir une tentation d'utilisation de drones ou de robots à distance pour le politique. C'est plus facile de déporter une force militaire où il n'y a pas d'hommes. C'est pas forcément besoin d'avoir l'autorisation du Parlement, ça pour d'autres pays voilà, que la France. Et puis ça abaisse le risque, le seuil d'engagement. Plus facile d'envoyer des robots que d'envoyer des hommes. C'est ce que je disais précédemment. Donc ça implique peut-être un abaissement voilà, du seuil de recours à la force et aussi un risque de prolifération mondiale de l'utilisation de ces robots. Et ici je prends juste un exemple qui est l'Arménie, un pays que j'apprécie beaucoup, mais qui est petit face à des très gros à côté de lui qui veulent sa disparition. Et la France s'est engagée à soutenir l'Arménie. L'Arménie c'est loin. Alors peut-être que ça sera plus facile de soutenir l'Arménie avec des robots à distance qu'avec des troupes de réaction au sol. Encore une fois, ça n'engage que moi. Les derniers points, eh bien, c'est la dissuasion robotique. Donc, je demande à un élève officier aujourd'hui de travailler sur ces questions-là, parce que, pour moi, vous savez, il y avait la ligne Maginot, et bien on peut imaginer une ligne de dissuasion, de franchissement à l'ennemi. Si tu passes, tu as un mur de drone en face de toi qui va taper. Ça, c'est peut-être des moyens aussi qui seront mis en œuvre. Et mon dernier slide avant de terminer, de conclure, c'est qu'il faut aussi penser autrement. Et ça, c'est la complexité. Quel sera le monde de demain avec ces outils? Eh bien, l'espace 3D risque d'être très occupé par ces machines. Voilà, on va occuper l'espace avec des machines en l'air, il y en aura de plus en plus. Et comme ils auront une certaine autonomie, ou s'ils en ont plus, ils seront remplacés par un autre, etc. Donc vous aurez une noria de drones, donc vous aurez une omniprésence de drones sur place, en l'air. Et donc, moi, je pense que, en plus, ces drones qui auront des portées relativement longues, vont devenir des menaces, non pas sur la ligne de front, mais sur tout lieu du territoire. Donc la menace risque d'être partout. Il faut peut-être revoir nos modes de déplacement tactique avec cette menace peut-être permanente venant de l'ennemi qui pourra être sur nos forces. Voilà. Et ceci conclut ma présentation et je suis
bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions ultérieures. Je vous remercie. Merci beaucoup Gérard pour respecter ton temps de parole, la seconde près. Donc après avoir eu cet exposé très exhaustif de la part de Gérard de Beauvoissel, donc ingénieur-chercheur à l'Académie qui travaille sur ces sujets depuis une quinzaine d'années, nous allons avoir maintenant la joie d'accueillir Vincent Muller, patron de Dronact, qui va nous allons avoir le point de vue de l'industriel qui a créé son entreprise et puis qui s'est adapté aussi aux besoins des armées, puisqu'il travaille depuis longtemps avec les armées. Je vous cède la parole. Bonsoir à tous. Donc, je suis Vincent Muller, je suis le fondateur de Dronact. Je remercie Bruno Giquelot de nous accueillir dans le cinéma de Malais 3 et puis bien sûr l'Académie militaire de Saint-Cyr pour nous donner la parole ce soir. Donc effectivement, on a une vision très militaire de Saint-Cyr, du CREC. Je vais donner ma vision d'industriel en présentant d'abord l'entreprise, mais en présentant aussi un de nos produits qui répond en fait aux besoins métiers en fait des commandos marines. Donc on a remercié l'Académie. Donc on est dans un contexte assez compliqué aujourd'hui en termes de robotique, parce qu'il existe plusieurs types de robotique aujourd'hui. Il est de la robotique bien sûr terrestre, aérienne et sous-marine. Dronact lui est orienté plus aérien, mais on est aussi fabricant de robotique mobile terrestre. Donc à travers nos drones, on souhaite nous d'abord protéger le soldat, donc c'est ce que disait Gérard de Beauvoissel. Notre ambition c'est de protéger le soldat avant tout, et c'est pour ça qu'on a travaillé de manière très proche avec la base des fusiliers marins à Lorient pendant 3 ans, et c'est ce qui nous a permis justement de développer ce drone-là qui est multicapacitaire, qui est un drone qui va pouvoir faire beaucoup de choses et qui va répondre vraiment aux besoins métiers en fait des militaires. Petite vidéo de présentation. Donc voilà, donc on fait du design, de la conception, on se revendique en tant que fabricant de drones. Là vous voyez une munition téléopérée. Ici c'est notre drone justement multicapacitaire qui fait du NRBC, donc tout ce qui va être nucléaire, bactériologique, chimique. Alors on a un drone ici qui est plus on va dire civil pour l'industrie. Donc voilà, Dronact est une société duale, civile et militaire, et orientée un peu plus militaire aujourd'hui de par la situation géopolitique. Ouais, excusez-moi. Donc oui, je disais qu'on avait un drone multicapacitaire et qui a été donc développé de par la situation géopolitique aujourd'hui du monde. Là, ici, on a un drone qui permet de faire de la radiogoniométrie. Là, ici, on a du largage, on a ici un système de radiocommande. Là, on a de la détection. Là, on a des drones qui sont largués par d'autres drones qui sont des munitions téléopérées, low cost, qui sont imprimées en 3D. Là, on a un drone grappin qui permet aux militaires de franchir rapidement, donc dans des missions de moins d'1 minute. Là, on a un container d'impression 3D qui permet justement d'imprimer des drones et de les assembler, qui est entièrement autonome avec des panneaux photovoltaïques et on peut même mettre des piles à combustible dedans. Là, on a un drone d'intérieur qui est fait pour de la sécurité privée qu'on développe pour Valeo, donc qui permet de vérifier si toutes les fenêtres sont fermées, tout ça. Là, c'est un drone SEA qu'on a ici, qu'on a fait pour Enedis. Et ici, un Seaoul Suricat qui est une remorque, on va dire, modulable, qui va permettre de déployer, de détecter des drones. Donc voilà, c'est l'ensemble un peu des produits qu'on fait, donc une société duale, civile et militaire, plus orientée civile au départ, et de par la situation géopolitique aujourd'hui, on s'oriente bien sûr sur la défense, de manière à pouvoir protéger nos soldats. Donc on a été créé il y a 10 ans aujourd'hui, on est issu de la nurserie numérique, créé par Malais 3 et Christian Guillemot, qui nous a accueillis donc pendant 2 ans. Alors normalement c'est un incubateur de 9 mois, mais on est resté 2 ans. Ce qui nous a permis aussi d'avoir une vraie visibilité en fait sur la Bretagne. On a reçu beaucoup de gens, donc ça nous a vraiment aidé en termes de notoriété.
Donc voilà, on fait un peu de tout. Hein. Dans les drones, on est des prototypeurs avant tout. C'est ce qu'on nous a reproché, c'est d'être trop prototypeurs, mais pas assez industriels. Donc aujourd'hui, on est plus sur une phase d'industrialisation de nos produits phares, que sont les MTO que vous voyez. C'est les drones qui sont stackés comme ça. C'est des drones qui sont low cost, imprimés en 3D et assemblés par clip. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas avoir de visserie, à part pour les moteurs. Le reste, tout est clipsable. Donc ça permet, on a formé aujourd'hui environ 12 commandos marines à l'assemblage en fait, de ces produits, de manière à ce qu'ils soient autonomes sur le terrain. Donc on les forme à l'assemblage, mais on les forme aussi à la préparation de la machine, à sa configuration et à son opération, comment la télépiloter. Voilà un petit peu notre histoire. Donc 2015, création de DroneAct, 2017, premier parc d'imprimantes professionnelles au sein de l'entreprise. Ensuite, voilà, on a fait pas mal de choses en 10 ans. En 2002, on a créé et commercialisé donc, la gamme Seagull. Ce sont des drones de différentes capacités d'emport, allant de 2 kg jusqu'à 15 kg d'emport. Et en 2023, on a inventé, alors on se revendique comme les inventeurs du drone grappin, ce qu'on appelle un grappin téléopéré, qui permet donc aux forces spéciales de faire du franchissement, mais pas que pour les forces spéciales, ça va être aussi orienté pour les pompiers, pour les grimpistes, pour toutes sortes de travaux aériens ou de secours, on va dire. Et donc voilà, et ensuite en 2004, on a sorti donc, le Seagull Suricat, qui fait toujours partie de la gamme Seagull. Donc c'est une remorque connectée, qui peut être même interconnectée, avec des caméras, des capteurs optiques et infrarouges dessus, et des radars, qui permettent en fait de détecter en temps réel une menace au sol. Alors, elle n'était pas orientée pour les drones à l'époque, et aujourd'hui, on commence à la développer pour faire de la lutte anti-drone. Gérard de Bois-Basset en a parlé, c'est un sujet très important aujourd'hui. Plus ça va, plus on a des demandes. Et justement, aujourd'hui, il y a un projet qui s'est créé au sein de l'ANIAD, l'Agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense, qui est le projet Pendragon. Et donc ce projet vise à créer des unités robotiques de combat, donc justement dont Gérard parlait, justement ces essaims de drones, donc des drones qui peuvent remplacer un drone si celui-ci est détruit par exemple. Et nous on travaille aussi là-dessus parallèlement sur la lutte anti-drone, c'est-à-dire comment intercepter aussi ces essaims de drones s'ils venaient en meute de manière malveillante à attaquer un site sensible ou voire une ville. Donc c'est un petit peu porteur aujourd'hui pour nous parce que c'est ce qu'on nous demande. Et on a beaucoup de boulot à faire là-dessus. Donc voilà, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Donc voilà, donc on fait du prototypage. On a un bureau d'études qui est couplé à un service d'impression 3D qui nous permet de prototyper rapidement justement et d'être réactif. C'est la force des petites sociétés comme nous, c'est d'être flexible, agile au niveau de l'innovation et des nouvelles technologies. Donc voilà, donc on est présent en Malais 3 depuis 2018 et on vient de faire l'acquisition d'un bâtiment à Saint-Abraham de 800 mètres carrés qu'on est en train de rénover totalement afin d'y installer des lignes de production robotiques pour justement pouvoir créer en fait, comme vous le voyez ici, des drones imprimés 3D mais par robot, pour pouvoir les assembler par robot. Donc notre première ligne de production numérique sera en place d'ici 2 semaines, sachant que le 5 décembre, nous fêterons l'inauguration justement du bâtiment. Donc voilà, donc on a des drones multi-applications, des systèmes embarqués, un bureau d'études. Comme je vous le disais, on a la capacité de produire des solutions sur mesure rapidement. Nous restons conformes bien sûr aux normes européennes dans un premier temps et nous testons nos drones dans des environnements opérationnels. C'est un peu la force de DroneAct, c'est qu'on travaille avec les opérateurs, on répond à des besoins métiers spécifiques, on ne part pas sur un produit que l'on invente comme ça, on attend d'avoir un cahier des charges spécifique pour pouvoir développer une solution qui convient aux opérateurs. Donc voilà la gamme de nos produits, donc le Seagull S qui est ici, et ensuite ça grimpe en emport de charge et aussi en dimension du drone. Donc le Seagull SMC, donc c'est celui-ci, donc S pour small, c'est la taille petite, MC pour multicapacitaire, donc c'est un drone avec lequel on va pouvoir faire du renseignement, de l'observation, de la cartographie
C'est un drone qui fait de l'évitement d'obstacles, bien sûr, et qui peut faire différentes choses. Il peut emporter des charges, il peut les larguer, il peut aussi les récupérer. Donc là, on voit un opérateur lors du SOFINS qui opère le drone sur un terrain militaire en présence d'hélicoptères et d'un A400M. Donc l'A400M a largué en fait un colis et notre drone est venu le rechercher, il l'a redéposé en face du public pour montrer justement cette capacité de récupération de charge. Ça, alors, on travaille aussi avec Panasonic aujourd'hui on développe en fait nos propres radiocommandes qui sont durcies et sécurisées avec des tablettes Panasonic. Donc on est venu développer tout autour un environnement de contrôle permettant voilà, d'opérer les drones, enfin nos drones sur cette partie multicapacitaire. Donc là voici un petit peu ce que nous a demandé dernièrement, enfin dernièrement non, mais depuis un an on développe en fait ces MTO, donc ces munitions téléopérées qui sont larguées donc, par le Seaol S. Alors pourquoi on les largue? C'est parce qu'en fait avec le Seaol S on va pouvoir aller très loin, alors qu'avec un petit on a beaucoup moins d'élongation. Donc ça permet en fait avec le drone principal on va dire de faire de la reconnaissance, de pouvoir identifier une cible et de larguer ensuite la MTO qui est bien sûr un drone low cost. Aujourd'hui c'est un aspect important, on ne peut pas avoir des drones trop chers. Effectivement, quand on détruit des chars à plusieurs millions d'euros et qu'on utilise des drones ici à 600 €, c'est sûr que le modèle économique il est vite rentable. Donc voilà, donc on a ce Fab Lab connecté. Donc comme vous pouvez le voir dedans, on a des imprimantes 3D. Donc on peut faire différents types d'impression 3D. On peut faire du dépôt de fil, du dépôt de filament qui est du FDM, mais on peut faire aussi du SLS avec du frittage laser. Donc, qui permet d'avoir des formes un peu plus complexes au niveau des prototypes. Mais le FDM reste une technologie qui est peu chère et rapide à mettre en place. Et on a des experts au sein de Dronact en impression 3D qui nous permettent de produire rapidement et de manière répétée. Donc, voilà. Donc on a aussi travaillé avec le RAID, on a développé un produit pour le RAID qui est un drone captif qui permet au RAID en fait, de poser en fait, cette valise sur leur camion. Et en fait, le drone suit le camion, donc suit la valise qui elle-même est sur le camion. Et ça permet en fait au RAID d'avancer en colonne et d'avoir un drone qui fait du repérage en amont pour aussi protéger un petit peu, enfin prendre de l'information et mieux dispatcher les équipes sur le terrain. Le Guardian, c'est le drone qu'on développe donc, pour tout ce qui est surveillance en milieu industriel. Bureau, usine, entrepôt, on peut faire de l'extérieur aussi, c'est indoor, mais on a une version qui sera indoor et outdoor, donc qui pourra sortir du bâtiment par des chatières et faire de la surveillance, de la sécurité périmétrique. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit déployer à partir de mars ou avril. Et ensuite on a le Seaol sur i4, donc c'est cette remorque connectée, vous voyez il y a une petite boîte noire devant, et en fait notre intention c'est de faire sortir un drone en fonction de la menace. Donc comme disait Gérard de Boisboissel, psychologiquement, quand vous avez un drone au-dessus de votre tête, c'est jamais rassurant, qu'il soit petit ou gros d'ailleurs. Les petits drones font beaucoup de bruit, donc c'est encore plus stressant. Mais les gros drones sont quand même assez impressionnants lorsqu'ils sont au-dessus de notre tête. Donc cette remorque, vous avez deux petits radars en dessous, qui sont des radars 180, donc vous en avez deux qui permettent d'avoir un effet 360 de détection. Et au-dessus, vous avez une caméra PTZ, deux caméras PTZ maintenant, avec une nouvelle version en haut avec d'autres radars, qui permet vraiment de verrouiller en fait, visuellement une cible. Et on est en train de travailler à travers l'intelligence artificielle sur la possibilité de savoir où se présente en fait, cette cible dans l'espace. Donc d'avoir une coordonnée qui permettra ensuite d'envoyer un drone soit à la verticale, soit pourquoi pas un jour directement sur la cible. Voilà, donc ça c'est notre drone grappin qu'on a développé donc, pour les commandos marines. Donc c'était, les commandos avaient un besoin de franchissement rapide. Donc on s'est dit, on va prendre un grappin en carbone et on va mettre des hélices dessus. Donc c'est aussi simple que ça. Et ça nous a permis d'avoir des prix d'innovation chez les pompiers, au SOFINS, qui est le salon international des forces spéciales. Et donc voilà, aujourd'hui les commandos se forment sur cette machine. Donc ça c'est une version terrestre et on a une version aussi qui sera marine. Donc le drone pourra tomber dans l'eau, voire ressortir de l'eau.
On verra comment on y arrivera, mais parce que le grappin est assez lourd. C'est un grappin qui, par griffe, peut prendre 250 kg minimum. Et au bout des griffes que vous pouvez voir, il y a des petites pointes. Et ça, c'est de l'impression 3D en titane. Donc ça permet, en fait, on avait une problématique d'usinage en fait, pour pouvoir intégrer en fait, ces pointes sur les griffes. Et donc l'impression 3D nous permet en fait, d'avoir des formes complexes et d'intégrer en fait, ces griffes titane plus facilement sur le châssis du drone. Voilà. On a fait on a fait beaucoup de démonstrations. Première image à gauche, là, c'était le projet drone Morbihan, qui était porté par Patrice Faure, le préfet du Morbihan à l'époque. Là, on a fait des tests sur le drone Athlon avec Thales, avec un radiogoniomètre développé par Thales et embarqué par un de nos drones. On voit le Sofins, toujours le drone Athlon ici, et puis bien sûr nos opérations, enfin nos manœuvres qu'on avait fait avec l'Académie de Saint-Cyr en 2024, c'est ça. Voilà, donc voici un petit peu notre écosystème. Donc dedans, vous avez des partenaires, mais aussi des clients. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Dronac fait partie du pacte drone, qui est un petit peu un impératif aujourd'hui, qui recense en fait tous les acteurs de drones qui sont orientés défense. Bien sûr, nous sommes très engagés sur la partie Bretagne. Et donc voilà, donc on fait partie du cluster Bretagne Aerospace Défense, qui est un cluster grandissant aujourd'hui et qui porte les valeurs aussi de la Bretagne et des industriels bretons sur le marché de la défense. On fait aussi partie de l'UIMM, donc c'est la fabrique de l'avenir qui nous aide justement à numériser nos lignes de production. Donc c'est des partenaires qui vraiment nous aident quotidiennement pour pouvoir développer en fait cette partie industrielle. Parce qu'on n'est pas industriel, on est avant tout des prototypeurs, donc on apprend. Et donc on a embauché une directrice générale depuis 1 an qui est issue du monde industriel pour nous aider à nous guider justement sur cette ambition. On travaille beaucoup avec la société AMA qui nous permet de connecter un de nos produits qui est le Seoul sur i4. En fait, on peut retransmettre la vidéo n'importe où dans le monde, jusqu'à 4 flux vidéo. Et on continue à développer cette partie-là sur ce produit. Voilà, on fait partie aussi du pôle MC2. On travaille avec l'Institut Maupertuis aussi sur l'éventuelle conception d'un grappin tout en titane, imprimé tout en titane. Et puis on travaille avec le plateau technique compositique maintenant depuis 10 ans. Et voilà. Et bien sûr l'Académie et la ville de Malétroit qui font partie un petit peu de notre comment dire, ça fait partie de nos valeurs sûres, on va dire, enfin, vraiment des gens rapprochés en fait avec qui on travaille quand même depuis un petit moment. Donc aujourd'hui les enjeux pour Dronac, c'est bien sûr cette industrialisation, mais aussi l'intelligence artificielle. Donc on va investir dans des serveurs qui seront hébergés à Saint-Abraham, de manière à ce que notre IA ne sorte pas de France. On veut garder notre IA, on veut la traiter en France, et on va mettre en place tout ça, enfin à travers tout ça, on va dire une infrastructure en fait IA, qui sera connectée donc, de nos drones vers notre site de production, mais aussi d'hébergement IA à Saint-Abraham, et qui sera renvoyée en fait vers des cellules de crise, différents, comme par exemple le ministère de l'Intérieur. Ils souhaitent recevoir directement en cellule de crise les vidéos par exemple des drones. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et l'intelligence artificielle ne fait pas partie que des drones, mais elle fera aussi partie de notre façon d'industrialiser. Ce qu'on veut, c'est garantir avec l'intelligence artificielle une répétabilité de la production de nos drones. C'est-à-dire qu'en fait, on aura des caméras qui permettront de nous dire « Tiens, on a un souci sur cette ligne de prod ». Donc l'IA ne fait pas partie que du drone, mais elle fera partie aussi de sa fabrication. Donc on peut faire beaucoup de choses avec l'IA, mais voilà ce sur quoi nous on tend aujourd'hui sur cette partie-là. Et donc bien sûr, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la lutte anti-drone, dans laquelle on investit beaucoup aujourd'hui, et notamment à travers de l'IA. Voilà, donc comme je vous le disais, Dronact, c'est une société avant tout duale.
mais orienté défense. Donc la défense représente aujourd'hui à peu près 70% de notre chiffre d'affaires, de par la conjoncture aujourd'hui, la situation géopolitique, je veux dire. Et donc voilà, et on essaye d'être un acteur assez actif. Ce qu'on souhaite, nous, c'est s'associer avec d'autres sociétés. On ne veut pas travailler dans notre coin. On souhaite travailler avec d'autres sociétés qui ont de fortes expertises. Seul, c'est compliqué de tout faire. Donc on essaye aujourd'hui, nous, d'identifier en fait, des sociétés qui pourraient complémenter en fait, nos produits de manière à ce qu'on soit toujours innovant et au service aussi des armées. Parce que depuis qu'on travaille pour les armées, on se rend compte que ils nous défendent. Et donc il revient, je pense, aussi aux industriels de pouvoir les défendre et de les protéger. Et bien sûr, les drones peuvent en être un indicateur, et l'intelligence artificielle aussi. C'est ce qui permettra justement aux essaims de drones de pouvoir faire des murs de drones pour protéger des bases, par exemple, en cas de situation anormale. Donc voilà un petit peu notre politique de bataille aujourd'hui sur la partie défense et essaims de drones. Voilà, je remercie encore une fois l'Académie militaire de Saint-Cyr pour son invitation et puis sa confiance, parce que ça fait effectivement 3-4 ans qu'on travaille ensemble. Et ça nous apporte énormément d'expertise. On apprend beaucoup de choses, notamment au niveau des opérations, au niveau tactique. Donc, ce qui permet aussi de développer des drones qui sont un peu différents, qui se démarquent en fait, on va dire, de la concurrence. Donc le but, c'est pas forcément faire de l'argent, c'est d'abord répondre à un besoin métier et de pouvoir aussi protéger nos soldats avant tout. Donc voilà. Bien, donc nous allons passer à la deuxième partie avant la signature de la convention. Donc nous allons passer aux questions-réponses. Voilà, donc je crois qu'il y a 2 micros sans fil qui vont circuler. Et donc vous pouvez poser vos questions à l'un ou à l'autre, et puis les deux pourront apporter chacun leur réponse. J'ai une question pour M. Desvaux-Vassel. Le réel adversaire fait partie de l'art de la guerre. Vous avez parlé de drones programmés pour tromper l'attaquant. Est-ce que vous avez commencé à travailler sur des adversaires qui, eux, seraient programmés pour duper dans les deux sens? Je n'ai pas d'exemple précis à vous opposer, mais il est clair qu'effectivement, vous avez raison. À partir du moment où nous, on pense pouvoir lever l'ennemi va faire exactement la même chose. C'est un danger. J'ai pas d'exemple précis qui me vient à l'esprit de contrer l'ennemi qui vous contre en vous leurrant. Donc vous voyez, c'est l'étape supplémentaire. Pour revenir c'est des questions de signature, comment un drone est reconnu dans l'espace par ses signatures thermiques, électromagnétiques ou autres. Effectivement, on peut leurrer, donc on peut leurrer nos radars qui vont détecter ce type de signature. Je pense que la seule solution, c'est de doubler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en remettre à une unique solution de protection, parce que si l'ennemi la leurre, il faut que vous ayez un autre moyen de pouvoir détecter qu'effectivement l'ennemi vous leurre. Voilà. Donc doubler peut-être les moyens de découvrir les actions ennemies et ne pas se remettre qu'à une seule. Et ça reste très général, ma réponse, je suis désolé, parce que je n'ai pas d'exemple précis à vous opposer. J'ai en partie la réponse à ma deuxième question. Vous nous avez expliqué les avantages des robots, les économies en vie humaine, la rapidité de réaction, quelques secondes contre 1 milliseconde. Vous confiez à un robot la protection d'une zone avec pour mission d'interdire toute intrusion à partir d'une certaine limite. Le robot, dès qu'un élément va pénétrer dans cette zone, va tirer. L'homme va mettre 3, 4, 5 secondes. Ça va peut-être lui permettre de découvrir que l'élément qui rentre dans la zone est un ami
qui va être détruit par le robot. Alors quels sont les moyens qui permettront d'éviter ce genre d'accident? Alors, vous supposez que dès qu'il y a une intrusion, on ouvre le feu, c'est ça? Voilà. Alors là, je vais être très prudent. Tout dépend de la façon dont vous configurez votre système. Ouvrir le feu, c'est pas anodin. Aujourd'hui, c'est des règles d'ouverture de feu qui sont extrêmement précises, avec plusieurs niveaux hiérarchiques militaires de décision dans la boucle. On n'ouvre pas le feu comme ça. Donc là, ça correspondrait peut-être à des zones extrêmement surveillées ou des no man's land. Entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, peut-être qu'il y a des zones où là, on ne peut pas franchir, mais sur des zones de surveillance, l'ouverture du feu automatique, non, ça ne sera absolument pas la règle. Il y aura toujours une confirmation humaine à un moment donné, d'un responsable qui va juger la situation de par les éléments qui vont lui remonter, des caméras déportées ou autres. Et là, il aura la situation pour pouvoir réagir. Configurer un système qui puisse tirer par lui-même de façon automatique, c'est vraiment dans certains cadres très très précis. Il faudra que ça soit extrêmement bien borné par le responsable militaire qui va activer ces systèmes. Et lui, en toute responsabilité, il va activer ces systèmes lorsqu'il aura complètement borné l'ensemble, au niveau géographique, au niveau temporel, au niveau où est-ce que ça peut tirer, ne pas tirer. Donc tout ça, ça va se paramétrer. Ça ne sera quand même pas la majorité des cas. On va quand même garder l'homme dans la boucle, toujours à un niveau décisionnel. Et les cas que vous citez sont quand même des cas extrêmes. Monsieur Muller, bonsoir. De la Bellière, je dirige une agence de com spécialisée sur le marché de la défense et j'ai deux questions pour vous, même trois questions. La première, si vous me permettez d'abord de féliciter votre fulgurante ascension dans un écosystème. Je ne suis pas très loin, je suis au 3e rang. D'accord, excusez-moi. Vous félicitez votre fulgurante ascension dans un écosystème où il y a du monde, il y a de la concurrence. J'ai deux questions pour vous. La première, est-ce que vous pourriez nous définir les forces et faiblesses, parce que je m'intéresse beaucoup à ce sujet du drone, entre ce que moi je qualifie le drone en vol libre, ce que vous faites, et le drone filaire, quelles en sont les forces et faiblesses. Ma deuxième question, elle est assez simple, c'est un vieux souvenir d'une période de ma vie où j'ai eu la chance de servir dans les troupes de montagne. Et qu'en est-il de votre développement vers les troupes de montagne avec votre drone, notamment le drone Grappin? Merci à vous. Alors, la différence entre un drone libre, non filaire, alors quand vous dites filaire, vous voulez dire avec une fibre optique, ou un drone avec un système de retenue, ou juste un câble? Vous parlez d'un drone captif? Oui. Le drone captif, il va permettre de rester longtemps en l'air et de pouvoir surveiller longtemps. Sans qu'il se pose. L'avantage du drone libre, c'est qu'il va pouvoir se déplacer et aller chercher l'information aussi. Principalement, je dirais que la différence, elle est là, c'est que les deux peuvent être complémentaires. Le RAID nous a demandé de faire ce drone captif, mais de lâcher la corde à un moment qui puisse aller plus loin. L'idée est top, mais techniquement, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas d'autonomie. On a une batterie tampon en fait qui est sur le drone, donc ça ne permet pas vraiment au drone d'avoir de l'élongation derrière. Mais voilà, je pense que le vol libre est le plus intéressant parce qu'il permet justement d'évoluer n'importe où, alors que sur du captif, on reste quand même limité. Et pour votre deuxième question, on travaille avec les chasseurs alpins. Donc on est en contact avec eux. Alors ils nous ont demandé de redimensionner en fait le Skyhook, le grappin téléopéré en fait. Donc on n'a pas encore passé la phase d'industrialisation en fait, de ce produit. Ça reste tous ceux qu'on sort pour l'armée aujourd'hui, ça reste des prototypes, plus ou moins fiables maintenant, hein, parce qu'ils nous aident à les améliorer. Mais on est très attentif justement à la partie chasseurs alpins, mais aussi avec les sapeurs-pompiers, la sécurité civile. Voilà, on est ouvert un petit peu à tout. Dès qu'on peut, on pense que ce produit en plus, le Skyhook, peut sauver des vies. Donc quelques idées en tête, mais je n'en parlerai pas, mais on aurait pu sauver des vies avec ce produit-là, sur plusieurs cas que j'avais vus. Et malheureusement, des fois, la réglementation fait qu'en fait, on ne peut pas déployer ce drone-là aussi facilement qu'on souhaiterait. Alors on a quand même une corde au bout de ce drone, donc ça en fait un drone captif. Et lorsque c'est un drone captif, la réglementation elle est plus simple.
mais ils ne considèrent pas notre drone comme étant un vrai drone, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a on a de belles innovations, malheureusement on ne peut pas les déployer comme on le souhaiterait à chaque fois. Donc on travaille là-dessus, voilà, avec des méthodes Sora, des méthodes spécifiques. Et puis on essaye aussi d'être un acteur actif justement sur la réglementation, même si maintenant elle est européenne, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Merci. Oui, monsieur Muller, j'ai également deux petites questions. La première, dans quels matériaux, enfin les matériaux avec lesquels vous fabriquez vos drones, vos drones, je dis bien, peuvent-ils éviter également les rayons laser qui sont de plus en plus puissants et qui pourraient peut-être justement détruire, fondre ces matériaux? Est-ce que justement ce sont des matériaux suffisamment qui peuvent résister justement à ce genre de rayons laser? Alors aujourd'hui non, je pense pas. Je pense qu'un laser, comme nous l'a montré Gérard, à partir du moment où le laser reste quelques secondes, il y a de fortes chances quand même que ça a un impact en fait sur le matériau en lui-même. Ouais, même de l'aluminium, je pense pas que après sur de l'alu, on met pas énormément d'alu en fait. L'aluminium lui reste un matériau de pièces de liaison en fait sur le drone. Principalement autour on va avoir du carbone, on va avoir du plastique. Je ne pense pas, à mon humble avis, je ne pense pas qu'on ait nous aujourd'hui la capacité de résister à un rayon laser. D'accord. J'avais une petite question également concernant justement les drones sous-marins. Là, vous ne le fabriquez pas vous-même? Non. D'accord. Et j'avais une question enfin. Concernant le site que vous avez à Saint-Abraham, qui vous permet sans doute de faire des expériences et des vols, c'est un site sensible, automatiquement. Même celui que vous avez à Malétroit, puisque c'est là également où vous avez un atelier de conception. Donc, ce sont des sites qui sont très sensibles et qui peuvent être également donc, des cibles pour un adversaire qui pourrait envoyer des drones, entre autres, sur Malétroit ou sur Saint-Abraham. Est-ce que vous êtes de ce côté-là bien protégé? Alors vous avez tout à fait raison de parler de ça, parce qu'aujourd'hui la sécurité du site c'est un sujet pour nous. Donc on a des caméras un peu partout. Par contre demain effectivement si on avait une meute de drones qui arrivait sur le site, on ne serait pas capable de les intercepter. Heureusement pour nous on n'en est pas encore là. Je pense qu'on est bien entouré aussi avec des gens bienveillants qui nous ont fait la même remarque que vous hein, sur le fait que c'est un site sensible. Pour l'instant, on fait avec. On va essayer de mettre en place justement nos produits. Donc ça demande du temps. Mais votre remarque est juste. Aujourd'hui, on est considéré comme un site critique parce que, voilà, de par la nature de notre activité avec la défense. Aujourd'hui, non, on ne va pas pouvoir se défendre si on avait une attaque. C'est pas encore le cas, mais effectivement, d'ici un an ou deux, il faudra qu'on puisse remédier à ça, hein, avoir des solutions en fait de protection. Après, je dirais qu'on soit à Saint-Abraham, à Saint-Ouen-l'Aumône ou à Mont-de-Marsan, on sera toujours repéré de toute façon, donc il faudra dans tous les cas de figure protéger notre site. Voilà, on est un petit acteur encore, on n'est pas non plus un gros producteur de drones, on est plus identifié encore une fois comme un bureau d'études, hein, des prototypeurs. Mais effectivement, avec l'arrivée de l'industrialisation, en fait, c'est quelque chose c'est un sujet qui nous concerne beaucoup. Autre question. Bonsoir. J'ai une petite interrogation au sujet de l'arbitrage qui doit se faire en termes budgétaires, parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, il va falloir produire des drones il faudra s'engager dans une production de masse avec une agilité permanente pour pouvoir s'adapter effectivement aux différentes problématiques de ces productions de masse.
Est-ce qu'il y a un arbitrage qui a démarré en termes budgétaires au sein de l'armée, à savoir l'orientation sur des budgets beaucoup plus conséquents sur ce type de robots? Je pense que Gérard de Beauvoisin sera peut-être plus non. Moi, je n'ai pas la réponse. Non, mais je. Ouais, alors. Moi, je vais prendre. Je vais mettre entre vous. Oui, bonsoir monsieur Colonel Carnegie, pour en raison de l'Académie militaire de Saint-Cyr de Pilan. Je vais venir un peu au secours de monsieur Muller et de monsieur Beauvoisin, avec une réponse assez générale en 2 points. D'abord, vous avez vu les investissements assez considérables que le pays organise au fur et à mesure de la programmation militaire 2024-2030, qui était déjà une loi de programmation en construction assez importante, avec des véritables marges budgétaires d'année en année, et puis à laquelle on ajoute aujourd'hui, en tout cas c'est le projet du gouvernement, on ajoute des marges supplémentaires pour tous ces investissements sur les équipements. Donc évidemment, le sujet du drone dans les 3 milieux, aérien, terrestre et marin, je vais même dire 4, parce qu'il y a marin et sous-marin, font partie des investissements de cette programmation. Le deuxième point, c'est que on a besoin en fait de plusieurs types de drones différents. On a besoin de drones qui aient des capacités assez multiples, qui soient très élaborées, avec des plateformes extrêmement coûteuses, mais qui auront vocation à être récupérées, c'est-à-dire à pas être perdus ou détruits dans la mission. Donc finalement, on en revient quasiment à un avion ou à un bâtiment de guerre ou un char en fait. Hein. C'est des drones très élaborés. Et puis on a besoin de drones entre guillemets consommables, ceux qu'on a vus plutôt dans les vidéos de Gérard de Beauvoisin, qui étaient des vidéos du terrain ukrainien, qui sont des drones plus simples, mais donc avec moins de capacité. Ils n'intègrent pas une multitude de fonctions, avec moins d'autonomie, moins de robustesse. Mais eux, du coup, on a besoin de pouvoir les produire en masse, et même de les produire sur le terrain. Vous avez montré votre container qui permet de produire ou de réparer, de compléter, de faire du salvage. On fait un drone avec trois morceaux de drone. Voilà. Donc ça, c'est un autre segment de drone. On a besoin de travailler sur les deux. Enfin, j'ai sûrement répondu que très partiellement à votre question. Mais ça reste satisfaisant. Bon, merci. On peut en attendre d'autres. Bien. Peut-être une dernière question avant Oui. de passer à la signature. Bonsoir. J'ai une question technique pour tout le monde. C'est pour savoir si les drones sont pilotés par des satellites civils ou militaires. Et la deuxième question, ce serait les drones avec fil. Est-ce qu'ils sont utilisés avec des satellites aussi, ou ils sont complètement indépendants? Alors, sur la partie satellite, en fait, un drone utilise un GPS pour contrôler sa position. Mais il n'est pas piloté à travers un GPS. Enfin, un satellite, je veux dire. Il est piloté à travers un moyen radio, en fait. Donc, la partie, on va dire, satellite, c'est le GPS, en fait, qui permet au drone de contrôler vraiment sa position, de rester malgré le vent, d'éviter de dériver. Et après, encore une fois, quand vous parlez de filaire, est-ce qu'on parle de filaire pour alimenter le drone ou filaire pour comme de la fibre optique, par exemple, qui permet justement de passer des moyens de communication pour éviter le brouillage, par exemple. C'est pour ça que je ne suis pas très sûr de votre deuxième question. Fibre optique. Fibre optique, oui. Donc, quelle était la question justement sur la fibre optique? Excusez-moi. Justement, s'il y avait toujours un lien avec les satellites ou il était autonome. Ah bah, il est plutôt autonome, on va dire. En fait, c'est des drones qui vont évoluer dans des environnements où il n'y a pas de... Enfin, qui est en GNSS denied, comme on dit, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de lien vraiment avec... un drone ne dépend pas en fait, d'un satellite, quoi. Il est complètement seul sur Terre et téléopéré par un opérateur à terre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà, bien, merci pour toutes ces questions, merci à nos intervenants.